Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Alors, Alpine confirme être intéressé par Schumacher et Hülkenberg. Mais la priorité irait à Pierre Gasly. Donc, il est toujours en lice. Pierre est même favori encore, apparemment. Non, mais il y a tellement de candidats possibles, c'est n'importe quoi là. Pour aider à la décision, Alpine va tester plusieurs pilotes sur l'Alpine 2021. Nick De Vries, Jack Doohan, Hülkenberg, mais aussi ses nouveaux Giovinazzi. Mick Schumacher sera finalement pas là d'après son management, mais il reste sur la liste. Safnauer va donc faire un choix difficile. Au cas où Gasly ne pourrait pas rejoindre l'équipe. Jack Doohan paraît d'ores et déjà écarté à cette heure. L'Australien ne semble pas non plus avoir les faveurs de Laurent Rossi, trop jeune et inexpérimenté. Bon oui, c'est trop tôt pour lui. Nous avons une liste de candidats et Pierre est sur cette liste. Tous les bons pilotes sont sur cette liste. La super licence de Hertha est certainement un facteur décisif, mais il faut attendre la décision de la FIA. Les règles de super licence devraient inclure des exceptions dans certaines situations. On discutait également avec des pilotes allemands, Hülkenberg et Schumacher, que vous avez cités. Je m'entends bien avec les deux. Les deux sont extrêmement rapides. On n'a pas encore pris de décision à cause de la situation d'Hertha. Ce que nous savons, comme Rossi l'a dit, c'est que nous aurons besoin de quelqu'un qui a d'expérience et de la rapidité. Ces derniers propos ne devraient pas non plus jouer en faveur de Nick De Vries, même si le néerlandais a déjà bien plus d'expérience que Doohan. Ouais, bon, écoutez, à voir. On en saura peut-être un peu plus à la fin des essais d'Alpine en Hongrie. D'ailleurs, pourquoi la Hongrie pour faire un test de pilote? Il n'y avait pas mieux comme circuit que la Hongrie? Bon, je sais pas. Ciao. La W13 a permis à Hamilton de s'élancer en pneu médium. Mercedes explique le pari gagnant de Monza. Il est vrai que nous aurions eu un avantage au début du relais avec des pneus légèrement plus rapides. Mais nous savons aussi que nous avions un avantage sur les voitures qui nous précédaient et nous avons pu utiliser cette voiture plus rapide pour doubler. Alors, moi je dis qu'ils ont eu raison parce qu'il faut jamais commencer avec des pneus super tendres, enfin les plus tendres on va dire, quand tu pars loin. Parce que en fait, tout ton potentiel de rapidité avec les pneus tendres, tu le perds à cause du trafic quoi. Donc pour moi, en tout cas dans les jeux, ce que je faisais, c'est je commençais quand même en dur ou en médium, quand je partais loin, quoi, dans les vieux F1, là. Donc je pense que c'est la meilleure stratégie, Même sur F1 Manager, si vous jouez à ça, faites comme ça, je pense. Ils ont eu raison. Le problème avec le départ en pneu tendre, c'est que la dégradation des pneus tendres aurait signifié que le pneu médium serait devenu plus rapide, et vers la fin du roulé, nous aurions été mieux avec le pneu médium. Face à des voitures plus rapides. Ouais. Il y avait néanmoins un autre avantage à choisir cette stratégie, ça signifie que nous avons pu rouler plus longtemps. Quand vous avez une voiture plus rapide, vous voulez la faire rouler en air libre, en n'étant pas retenu par les autres voitures. Oui, il y a ça aussi. Donc les autres équipes autour de nous démarrent en tendre, et nous en médium, ils ont dû rentrer au stand plus tôt que nous, et en conséquence, nous avons eu la possibilité de rouler dans l'air libre, et ainsi maximiser le rythme de la voiture pour progresser en peloton. Bon, c'était une bonne strat, honnêtement, c'est ce qu'il fallait faire. Dommage qu'il était un peu bloqué, Lewis, pendant 7-8 tours, ça lui fait perdre du temps quand même, et on sait que la course défile vite à Monza, donc bon. Après, de toute façon, ça change rien, il s'est fait... Enfin, la course s'est finie sous safety car, donc vous me direz, ça va rien changer à la fin, quoi. Allez, ciao. Et Wolf qui demande à la F1 de revoir son règlement concernant les pénalités. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Wolf? 9 pilotes ont été pénalisés à Monza, mais en raison de la complexité du règlement, il y avait différents degrés de pénalité en fonction du nombre de composants échangés et du nombre de pénalités déjà prises au cours de saison. Ça a entraîné une attente de plus de 4 heures pour obtenir une grille provisoire après les qualifs. Certains pilotes se sont même rendus sur les réseaux sociaux pour aller demander à leurs fans s'ils savaient la grille de départ. Un comble. Donc, directement, le commentateur de la F1 et ancien pilote Martin Brundle a qualifié ces problèmes d'inacceptables et Wolf a suggéré un remaniement des règles. Je sais pourquoi nous avons des pénalités sur la grille, parce que nous ne voulons pas avoir des moteurs de qualif à utiliser un moteur neuf chaque week-end de course. Il y avait des suggestions pour que les équipes aient des points de pénalité au championnat. Mais ça ne résoudrait pas le problème, parce que nous continuerions à donner des moteurs à un pilote qui peut gagner le championnat. Nous devons donc faire le ménage dans le règlement, peut-être que nous pouvons le faire à l'unanimité pour l'année prochaine. Ça aurait du sens. Il serait logique que nous nous mettions tous d'accord et que nous disions comment assainir la situation pour éviter toute confusion. Ouais, je suis d'accord avec ça, il faut... Moi, l'idée des pénalités pendant la course, directement, en fait, leur donner un drive-through, ou alors un temps de pénalité à faire pendant l'arrêt, par exemple 5 secondes. 5 secondes, ça serait pas beaucoup pour le coup, mais 10 ou 15 secondes avant de faire l'arrêt. Il y a tellement de pénalités à donner pendant les Grands Prix qu'ils peuvent très bien voir ça, quoi. Bon, à vous de me dire, j'espère que ça changera pour l'année prochaine, parce que là, c'était un peu ridicule. La grille du départ qu'on a eue finalement à partir de 21h, le samedi soir, au lieu de la fin des qualifs, quoi. Ouais, ciao.
Alors, Alfa Romeo a frappé la porte de chez Haas pour un contrat de sponsoring à partir de 2024 après Sauber, donc, qui serait racheté par Audi, a priori. Selon Joe Saward, Alfa Romeo a frappé la porte de Haas pour conclure un accord similaire à ce qu'elle a conclu avec Sauber. Alfa Romeo deviendrait alors le sponsor titre de l'équipe et fournirait le moteur au nom de Ferrari. Cependant, le journaliste n'est pas convaincu que cet accord se concrétisera, car une grosse partie américaine arrive chez Haas et financerait l'équipe pour les 3 prochaines années. Alors, une grosse partie américaine, c'est un gros sponsor, hein. Mauvaise traduction, là, du coup. Oui, j'ai vu qu'il y a un gros sponsor, on ne sait pas le nom, hein, évidemment, qui arriverait chez Haas. Donc, je pense pas que du coup ça se fasse avec Alfa Romeo. Si ça arrive, ce sponsor-là. Alors, de quel sponsor il pourrait s'agir? Je sais pas, Amazon peut-être? Microsoft? Coca-Cola? Le mystère demeure. Alfa Romeo devrait donc chercher une autre marque de la F1 sponsorisée à partir de 2024, mais la question est de savoir quelle équipe serait ouverte à ça. En dehors de Haas et Sauber, il y a peu de petites équipes sur la grille, et certainement aucune qui ne souhaite que son nom disparaisse du sport. Williams, par exemple, veut conserver le nom de son défunt fondateur, et AlphaTauri aussi. Elle ne s'associera pas simplement à la marque italienne. Bon, affaire à suivre. Et j'ai hâte de voir ce que ce sera ce sponsor chez Haas, là. Perman n'est pas opposé à un drapeau rouge en fin de course, en cas d'intervention tardive de la voiture de sécurité. Bon, ça paraît logique. C'est ce qu'il faut, je pense, hein. C'est arrivé avant, de manière non prévue dans les règles à Bakou l'année dernière, c'était bien. Je suppose que vous pouvez écrire cela dans le règlement, ça ne semble pas fou. Je suis sûr qu'il y aura quelque chose que nous n'aimons pas à ce sujet. Mais après tout, on est aussi ici pour faire le spectacle. Et la fin de course à Monza n'était pas acceptable. Ce n'est pas du tout une arrivée idéale. Personne ne veut finir sous voiture de sécurité, c'est misérable. Vraiment misérable pour les fans. Nous n'avons pas fait de notre mieux, collectivement, en tant que sport, c'est sûr. Mais peut-être que nous n'avons pas besoin de dire qu'à chaque fois une voiture de sécurité intervient à moins de 50 km de la fin ou quelque chose comme ça, vous mettez un drapeau rouge. Peut-être devons-nous simplement nous assurer que nous appliquons correctement les procédures de voitures de sécurité, car nous avons travaillé pour essayer de les rendre plus rapides. Le problème avec les voitures de sécurité tardives en course, vous avez des voitures à un tour ou plus. Nous avons eu des discussions interminables sur la façon d'améliorer cette situation. Il y a aussi un certain nombre de nombreuses conséquences imprévues à changer cette procédure. Ce n'est pas aussi simple que leur demander de se glisser derrière le peloton. Et ben justement, peut-être que si justement il y a des voitures à un tour, 5 tours du but, sous safety car, peut-être qu'on devrait leur demander d'aller derrière toutes les voitures leaders. Tant pis, hein, elles ne reprendront pas leur tour, et tant pis pour elles, hein, j'ai envie de dire. Elles avaient qu'à pas être à un tour. Ce serait une solution beaucoup plus rapide que de reprendre le tour, pour le coup. Vous en pensez quoi, vous? Drapeau rouge ou mon idée? Allez, ciao. Non mais Alpine, il va aussi tester Giovinazzi, vous y croyez à ça? Ils ont convié à Giovinazzi, donc, aux côtés de Jack Doohan, Nick De Vries et Colton Herta pour les essais à Budapest à la fin du mois. Et sûrement Hülkenberg, donc. Même s'il n'est pas cité dans l'article, là. Non mais ils vont tester 4 pilotes. Mais non, ils ont de l'argent à dépenser, hein, chez Alpine, dis donc. Alors vous me direz, ils ont besoin que d'y aller une fois à Budapest, et ils ont qu'à juste mettre les 4 pilotes tour à tour dans la voiture. Je sais même pas combien de temps ils vont les tester chacun, enfin c'est un peu vague pour l'instant. Donc Laurent aussi, nous devons trouver un pilote capable de marquer des gros points dès le départ, ça nous conduit essentiellement vers un pilote plus âgé, mais en même temps capable de se développer avec nous. Ce sont des critères que nous appliquons en ce moment. Giovinazzi a été aperçu dans l'Hospitality Alpine à Monza le week-end dernier, il demeure toujours lié à Ferrari, ce qui a permis d'obtenir 2 séances de roulage. Il serait toutefois libéré par la Scuderia si un baquet lui était proposé ailleurs. Après sa participation aux essais du Grand Prix d'Italie, l'ex-pilote Alfa Romeo doit retrouver le volant de la Haas le mois prochain, à Austin. Alors, moi je me pose la question, Haas, ils doivent tester un pilote, un jeune pilote aussi, qu'en c'est qu'ils vont faire? Parce que déjà qu'ils bouffent des essais libres aux pilotes actuels, ce sera encore sûrement Schumacher d'ailleurs, qui va remplacer Giovinazzi. Enfin, Giovinazzi qui va remplacer Schumacher à Austin, pour les essais libres, mais quand c'est qu'ils vont faire le test jeune pilote là? On se le demande. Hein. Je vais être là l'année prochaine, c'est sûr, c'est pas un secret, mais ça ne dépend pas de moi. On verra ce qu'on peut faire, dans l'immédiat je me concentre sur le fait de faire du bon travail lors de ces 2 séances. Il y en a une de fait, reste maintenant l'autre. Bon, bah écoutez, à voir. Donc le test à Hungaroring, c'est à la fin du mois. Ça sera juste avant Singapour, du coup. Une semaine avant, sûrement. Bon, bah à voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura d'autres pilotes ajoutés aux 4, là, qui sont déjà sûrs et certains. Hülkenberg, je sais pas s'il y sera au final. Mais pourquoi pas? Tant qu'on y est, hein. Plus on est de fou, plus on rit. Allez, ciao. Alors, Ueda explique le choix osé, mais indispensable d'une stratégie différente à Monza, plus lente. Au 11e tour, nous avons eu l'opportunité de nous ravitailler sur la hauteur de sécurité virtuelle. Nos chiffres d'avant-course nous disaient que ce serait facilement une course à un arrêt avec des pneus tendres et médiums. La course à 2 arrêts était 10 secondes plus lente. Un arrêt au stand sous une voiture de sécurité virtuelle est 9 secondes moins coûteux qu'un arrêt au stand normal. Nous avions une fenêtre d'opportunité, où nous avons dit que nous pouvions nous décaler sur un arrêt à 2 arrêts avec un arrêt au stand plus court sous voiture de sécurité virtuelle. Après l'AVC, nous avons compris sur le papier que Charles finirait 4 ou 5 secondes derrière Verstappen, mais nous avons
Nous avons persévéré, nous avons continué à essayer d'exécuter les 2 arrêts et nous espérions que vers la fin de la course, il y aura une VSC ou une période de voiture de sécurité normale. Ce qui a été le cas au final, mais bon, ça s'est pas bien passé cette période de voiture de sécurité. Rueda justement regrette que la sortie de la safety car n'ait pas été mieux gérée. Généralement, une voiture de sécurité dure environ 3 à 4 tours. Donc, nous attendions à 2 ou 3 tours de course après la période de voiture de sécurité. Ce qui s'est passé, c'est que la voiture de sécurité est sortie des stands et a récupéré George Russell, qui était la 3e voiture. La procédure normale est que cette voiture est laissée par un feu vert sur le dessus de la voiture de sécurité, et cette voiture fait le tour de la piste en suivant un tour de référence de la voiture de sécurité. Un tour de référence que la FIA donne pour que nous roulions lentement et en toute sécurité pour ne pas mettre en danger les équipes qui récupèrent la voiture qui a un problème. La voiture de sécurité a retenu Russell pendant 5 minutes, et surtout 3 tours derrière eux. Ça a consommé trop de tours restants de la course, et le temps que la voiture de sécurité laisse passer le peloton pour s'organiser, nous n'avions plus de tours pour terminer la course. Non mais quelle erreur! Je comprends pas pourquoi la voiture de sécurité s'est pas mise devant le leader. Est-ce que c'est si compliqué? Ils ont des GPS et tout. Comment c'est possible qu'ils se mettent derrière le mec qui est 3ème, quoi? En 2022, vu toute la technologie qu'on a, je comprends pas, franchement. Quelle erreur. Limite, on se demande si c'est pas fait exprès, quoi. Comment on peut être aussi con? Donc, ouais, bon, après, Rueda, c'est pareil, le VSC, hein, au final, il s'est enlevé assez tôt, plutôt que ce qu'ils avaient prévu, ce qui a bouffé un peu de temps à Leclerc en plus, donc à partir de là, c'était compromis, quoi. Ouais, quand ça veut pas, hein, pour Ferrari, décidément. Ouais, ciao. Toto Wolff veut sauver la saison de Mercedes avec une 2e place au championnat face à Ferrari. C'est pas impossible en vrai, ils sont pas si loin que ça. Hein. Vous avez pu voir que nous étions sur une piste qui nous convient pas et nous sommes clairement 3ème de la hiérarchie. Donc finir 3 et 5, c'était probablement le résultat maximum. J'ai apprécié la remontée de Lewis depuis le fond de grille, c'était agréable, sauf au début, on aurait dit qu'il était un peu coincé. Mais une fois que les pneus étaient bien chauds, il a été très rapide. Avec 6 courses restant disputées, Mercedes n'a que 35 points de retard sur Ferrari, avec des pistes qui devraient être mieux adaptées à la W13. Wolff aimerait bien voir son équipe se battre face à la Scuderia. Je pense que tout reste à jouer, nous devons juste faire de notre mieux chaque week-end et voir si nous terminons 2ème. Finir 2ème atténuerait peut-être la déception d'une saison très difficile, peut-être un peu. Mais ce qui fait mal encore, c'est que nous nous retrouvons à 30 secondes du leader. C'est l'écart que nous devons rattraper d'ici l'an prochain. Oui, alors 30 secondes, ça dépend des pistes, hein, évidemment. Mais de toute façon, il faut que la W14 soit une voiture constante et pas qu'elle marche sur une course sur 3, quoi. Comme un peu cette W13. Tu peux pas gagner le championnat avec ça, quoi. Donc voilà. À voir s'ils arriveront à passer Ferrari. Ciao. Cristiano D'Amata est pressenti pour diriger le projet F1 d'Audi. Ex-pilote Toyota en 2003-2004, devenu l'un des principaux candidats pour prendre la tête de la nouvelle équipe Audi en Formule 1 à partir de 2026. Le plan est toujours de racheter Sauber avec des idées claires sur la série d'investissements à faire à une ville. Audi n'est pas intéressé à être simplement un fournisseur d'unités de puissance, le constructeur veut prendre le contrôle et influencer le choix de l'équipe. Ce que Porsche voulait faire avec Red Bull. Red Bull n'ont pas voulu, quoi. Est-ce que Sauber voudra? Les négociations sont en cours et lorsque l'accord sera conclu, le cadre de gestion changera probablement. Le siège d'Audi Motorsport de Neubourg verra l'ajout de nouveaux bâtiments dans les mois à venir pour le département moteur. Le constructeur allemand n'est pas en avance et doit embaucher massivement pour développer un département qui compte actuellement 120 employés. On estime entre 250 et 350 le nombre de personnes nécessaires pour un moteur de F1. Mais la nouvelle la plus surprenante jusqu'à présent, c'est qu'Audi pourrait se tourner vers une ancienne star de F1 et IndyCar, Cristiano D'Amata, aujourd'hui âgé de 48 ans. Le Brésilien était un des meilleurs pilotes de monoplace aux USA au début de ce siècle, jusqu'à ce qu'il subisse une grave blessure à la tête lors d'un accident en essai en 2006. Audi connaît déjà D'Amata via la Formule E, Audi ayant déjà des moteurs et des batteries de F1 en cours les dernières années sur sa base de Neubourg, ayant testé. Pour l'instant, aucun directeur d'équipe n'a été désigné par Audi. Ok, bon, le projet d'Audi a l'air un peu plus avancé que celui de Porsche, mais bon, rien n'est fait non plus avec Sauber, attention. Hein. Si ça capote aussi pour Audi, alors là je rigole par contre. Bon, vous en pensez quoi vous? Ciao. Mercedes veut finir l'année avec une victoire au compteur. Singapour a la dernière chance selon Toto Wolff. Je pense que le tracé de cette piste devrait convenir à notre voiture, mais pas les boss. Ah, les boss, ouais, c'est vrai que ça va être bosselé là-bas. J'espère donc que les simulations diront à nouveau que ça devrait être l'une de nos meilleures pistes, mais j'essaie d'être prudent avec toutes les prévisions pour Singapour. Si Mercedes ne remporte pas une course cette année, ce sera une première depuis 2011. Ah, ils avaient gagné en 2012 aussi. Je pense que ça serait génial si nous pouvions gagner une course au mérite sans aucune pénalité sur la grille. Je pense que si vous aviez demandé après Spa, je vous aurais dit que ça serait impossible. Mais après Zandvoort, on a failli gagner celle-là. Ouais, failli, bon, c'est un grand mot. Hein. C'était pas très loin, mais bon. Il y avait quand même quelques secondes, au moins une dizaine de secondes de retard à peu près. Entre 5 et 10, on va dire à la fin. Hors safety car, évidemment.
En gagner une, ça doit être la cible. Nous ne voulons pas terminer la saison sans victoire en course. Même si les voiles sont tournées vers 2023, ce serait plutôt une bonne chose dans une saison difficile pour tout le personnel. Et si cette victoire salvatrice arrivait à Abu Dhabi, n'y aurait-il pas un sentiment de justice? De la justice, non, du soulagement. Si nous avons cette victoire, c'est tout ce qui compte. Parce que rien ne pourra nous rendre le championnat pilote perdu l'an dernier. Ah bah ça, c'est sûr. Alors c'est étonnant parce que il évoque pas le Brésil, Wolf, comme étant une course pour Mercedes. Moi je dirais que le Brésil quand même, limite, ils ont plus de chance au Brésil qu'à Singapour, mais bon. Ouais, ce qui me fait un peu peur au Singapour, c'est les boss, moi. Bon, à voir, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.